Bonjour, nous voilà donc dans la dernière partie du chapitre 2, donc c'est la partie 3 sur 3. Alors il va s'agir de l'étude en fait d'un exemple. On va étudier le dipôle électrostatique. Alors peut-être d'abord une définition, qu'est-ce qu'on appelle dipôle électrostatique? À ne pas confondre avec le dipôle électrique, c'est autre chose. Dipôle électrostatique, c'est un ensemble de charges dont la somme est égale à 0. Alors, dans notre cas, on va prendre un exemple simple, c'est celui de deux charges, donc moins Q et plus Q. Ce sont deux charges ponctuelles, égales mais de signes opposés, et qui sont séparées par une distance très faible devant la distance d'observation. D'accord? Si vous prenez deux charges, moins que plus que, vous avez affaire à ce qu'on appelle un doublé. Mais si vous regardez les effets produits par ces charges à grande distance, eh bien vous avez un dipôle électrostatique. Bon, c'est ça qu'on va étudier. Et nous avons des dipôles chaque fois. Par exemple, quand vous avez une molécule dans laquelle les centres de charge positive et négative ne coïncident pas, eh bien, en première approximation, on peut considérer ça comme un dipôle électrique. Prenez, je ne sais pas moi, la molécule H2O, eh bien, voilà, ça forme un dipôle électrique. Ou tout simplement une molécule, je sais pas, HCl par exemple. Il suffit qu'il y ait un seul doublé, et comme il y a un atome qui est plus électronégatif que l'autre, eh bien, il va attirer vers lui la charge négative et l'autre la charge positive. En tout cas, on a charges négatives et positives qui sont séparées géographiquement, enfin géométriquement, et ça donne lieu à ce qu'on appelle un dipôle électrostatique qu'on va schématiser de la façon suivante. Donc vous avez une charge moins Q qui est en un point A, une charge plus Q qui est en un point B, et vous regardez le tout, vous regardez ce qui se passe en un point très éloigné qu'on appelle M. Voilà, la distance de A à M, on l'appelle R1, de B jusqu'à M, on l'appelle R2. Alors, le potentiel créé par ces charges en M est très facile à écrire en appliquant le principe de superposition. Donc, on va dire que V de M égale, alors pour la charge moins Q, donc c'est moins Q sur 4 pi epsilon 0 R1, puisque la distance est R1, plus le potentiel créé par la charge plus Q, eh bien c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R2. Et si je mets Q sur 4 pi epsilon 0 en facteur, ça donne ça fois R1 moins R2 sur R1 R2. Alors ça c'est un résultat exact, il n'y a absolument aucune approximation pour l'instant. Donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe si les distances R1 R2 sont très grandes devant la distance petit a, la distance entre A et B, et on va pouvoir dire des choses intéressantes. Voilà, on suppose que R est beaucoup plus grand que petit a. Ok, on va faire un calcul approché. On définit des angles, vous voyez, en toute rigueur, là vous avez un angle θ A, là vous avez un angle θ. Là, θ B, bon, on ne l'a pas représenté. Mais en principe, θ A et θ sont légèrement différents, puisque pour qu'ils soient égaux, il faut que ces deux droites-là, la jaune et la pointillée, il faut qu'elles soient parallèles. Mais bon, nous, on va supposer justement que ces deux angles sont égaux, puisque le point M est très éloigné, et que le produit R1 fois R2, c'est la distance R au carré. R, c'est la distance de O jusqu'à M, O étant le milieu de AB. Et bien entendu, on ne va pas dire, bon, ici on va dire que R1 est à peu près égal à R, R2 aussi, mais on ne va pas dire ça pour R1 moins R2 pour la différence, parce que sinon on aurait 0. D'accord? Pour la différence, on va regarder les choses plus en détail. Alors pour cela, une méthode classique, c'est de tracer un cercle, par exemple, qui passe par B et de centre M. Donc il a pour rayon R2. Et vous voyez,
ici l'intersection. On va appeler ce point, on va lui donner un nom tout à l'heure. Mais vous voyez que la distance A jusqu'à M, eh bien, c'est le rayon, donc R2, plus un petit quelque chose, ce qui est en bleu ici. Et ça, donc, ce qui est en bleu représente R1 moins R2. D'accord? Alors, on va évaluer R1 moins R2. Pour cela, on va regarder le triangle rectangle ACB. Oui, j'appelle C ce point-là. Donc, il est rectangle en C, ce triangle. Puisque vous avez un cercle, que AM est un rayon. Vous savez qu'un rayon est perpendiculaire au cercle. Donc voici le triangle ACB avec l'angle θA ici. Et vous voyez que cosinus θA, c'est le côté adjacent, donc R1 moins R2, sur l'hypoténuse petit a. Très bien. Alors, ici on va utiliser cette approximation, que θA c'est pratiquement θ. Et on va dire que R1 moins R2 dans ce cas-là, eh bien c'est A fois cosinus θ. Ce qui fait que, en faisant ça, si on réécrit le potentiel, ça nous donne 1 sur 4 pi epsilon 0, Q fois la différence, donc c'est A cosinus θ, sur R au carré. Voilà. Voilà, il est ici. Alors maintenant, vous remarquez que A, petit a, qui est la distance AB, alors vectoriellement, on va faire intervenir aussi le vecteur unitaire U, qui va de A vers B, et le produit scalaire ABU, ben, ce n'est que AB fois 1 fois cosinus entre les deux, qui est cosinus θ. Donc on a bien A cosinus θ qui est AB scalaire U. Ça permet de réécrire le potentiel sous cette forme, sous la forme d'un produit scalaire. Bien. Alors, la voilà réécrite en haut. Alors, on va poser cette quantité-là, QAB, qui intervient. On va la nommer vecteur P. Et ce vecteur s'appelle le moment dipolaire électrique. C'est le vecteur moment dipolaire électrique. Voilà. Et je vous signale qu'on appelle moment d'ailleurs toute grandeur qui est pondérée par une distance. Par exemple, quand vous avez une force qui est appliquée en un point M, vous pouvez définir le moment de cette force par rapport à un point O. Eh bien, c'est OM, la distance OM, enfin le vecteur OM, vectoriel la force. Donc c'est une force pondérée par une distance. Alors ce sera un moment. De façon très générale, c'est ça. Et donc ici, revenons à nos moutons, on était en train de parler du potentiel créé. Oui, alors ce qui va être intéressant, c'est finalement on fait abstraction des charges moins Q plus Q, et on va parler du dipôle caractérisé par son moment dipolaire P, placé en un point O, qui est le centre de AB. Et le moment dipolaire à ce moment-là, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, P scalaire U sur R au carré. Vous voyez que ça ne dépend que de P, ça ne dépend plus de Q ou de AB. Par exemple, si vous prenez un certain dipôle, vous prenez la distance AB, vous la divisez par 5 par exemple, mais que vous multipliez la charge Q par 5, eh bien, ce produit-là ne change pas. Ce qui fait que le potentiel ne change pas non plus. Voilà pour le dipôle. Alors, voilà pour le potentiel. Maintenant, pour le champ électrique, eh bien, on va voir que le champ au point M, il appartient à ce plan-là, au plan de la figure. D'abord, je vais vous faire remarquer que le point M est un point absolument général. Certains ont l'impression que le point M, bon, c'est pas tout à fait général parce que le point M, il est sur la figure. Non, non, vous le prenez vraiment n'importe où. Mais si vous considérez les points A, B, M qui ne sont pas alignés, ils forment un plan. Et bien ce plan-là, je le dessine, c'est celui de la figure. Donc nous sommes vraiment dans le cas général. Alors, ce plan est à l'évidence un plan de symétrie.
Hein, la symétrie de la charge moins Q par rapport à ce plan, c'est la charge elle-même, plus Q, c'est la même chose, donc c'est un plan de symétrie. Le point M appartient à ce plan de symétrie, alors le champ en ce point-là doit être contenu dans ce plan. Ça, nous le savons. Bien, alors on va pouvoir déterminer le champ en utilisant, puisqu'on connaît le potentiel, on va utiliser la relation E égale moins gradient V. Et on va l'exprimer, cette relation, avec ses coordonnées, en coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, en fait, ce ne sont que les coordonnées cylindriques avec z égale 0. De toute façon, ici, z égale 0. Donc, les deux coordonnées qui restent, c'est ER. Ça concerne la direction petit ER. C'est la direction, vous voyez, ici, petit ER, c'est la direction OM. Et la direction Eθ, c'est la direction perpendiculaire à ER, directement perpendiculaire, c'est-à-dire en fait c'est la direction qui va par là. Ça c'est Eθ. Alors les composantes du gradient en coordonnées polaires, bon ben les voilà. Donc il y a dv sur dr et 1 sur r dv sur dθ, il y a le signe moins. Bon, V, nous avons écrit tout à l'heure l'expression. Tout le monde sait faire la dérivée, donc on dérive. Et on va trouver ça, on écrit directement le résultat. ER, ça va être ça, ce qu'on appelle la composante radiale. Et Eθ, qu'on appelle la composante orthoradiale, perpendiculaire à la composante radiale, qui est portée par un rayon. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, P sinus θ sur r au cube pour Eθ. Ce qui fait que le champ total, on va pouvoir l'écrire comme ceci. Voilà, c'est en rouge. Donc la partie radiale qui est portée donc par ER, la partie orthoradiale qui est portée par Eθ. On va pouvoir calculer le module. Donc en mettant P en facteur, il va y avoir P sur 4 pi epsilon 0 r au cube. Et il y aura racine de 4 cosinus carré, puisque c'est 2 cosinus θ au carré, plus sinus carré θ. Mais alors, sinus carré θ, c'est 1 moins cos carré θ. Donc vous allez avoir racine carrée de 4 cos carré θ moins cos carré θ, c'est 3 sinus carré θ, et c'est 3 cos carré θ, plus 1. C'est ce qu'il y a écrit ici. C'est ce qu'il y a écrit ici. Voilà pour le champ. On peut ajouter une chose. Maintenant, la direction du champ en un point M. Vous voyez sur cette figure, par exemple, j'ai le champ qui est dirigé comme ceci. Alors, il y a un certain angle alpha. Un angle défini par le champ E, par les directions du champ E et la direction OM, ou la direction petit er. Cet angle alpha, il est tel que, vous voyez que tangente alpha, c'est Eθ sur E petit r. D'accord? Avec les expressions de tout à l'heure de Eθ et ER, si vous remplacez, eh bien vous allez trouver que c'est un demi-tangente θ. Alors, regardez, c'est très remarquable. Pour un θ donné, c'est le même alpha. Alors, pour tous ces points-là, vous voyez, tous les points sur la droite, sur une même droite, OM. Pour tous ces points-là, sont tous caractérisés par le même θ. Eh bien, ils vont avoir exactement le même alpha, c'est-à-dire ils auront, en chacun de ces points, ils auront tous la même direction du champ. C'est remarquable. Voilà, on va faire un petit dessin pour vous le montrer. Vous voyez, la ligne rouge, c'est une ligne de champ en fait. Elle vous donne la direction de E, et vous voyez, toutes ces directions sont parallèles. Voilà. Et ça permettra de tracer, donc vous tracez différents rayons OM, et puis différentes directions du champ, et ça va vous permettre de tracer les lignes de champ, de façon, on va dire, géométrique. Voilà, vous allez avoir le dessin qui s'affiche, et voilà, les lignes de champ sont en noir. Maintenant, on peut se demander quelle est l'équation de cette ligne de champ. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit en général pour une ligne de champ qui est représentée ici?
par définition, le champ E en un point donné est collinéaire avec le vecteur élémentaire dl. Et donc, pour établir l'équation d'une ligne de champ, on va simplement dire que E vectoriel dl égale 0, ou bien que E égale k fois dl, k étant un scalaire. K fois dl. Eh bien, si vous développez cette relation dans un système de coordonnées quelconque, eh bien, vous allez obtenir l'équation de cette ligne de champ. Bon, c'est très mathématique, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le faire, mais si on le fait, on obtient donc l'équation de ligne de champ, des lignes de champ de façon générale pour ce dipôle, qu'on va pouvoir tracer. Donc voici le dessin qu'on obtient. Alors c'est quelque chose de très classique. Voici le moment dipolaire P. Et hop, vous avez les lignes de champ. Donc vous prenez une ligne de champ, par exemple celle-là. Vous partez bien de la charge positive et vous revenez vers la charge négative. Voilà. Et vous avez ici toute une succession de lignes de champ. Très bien. Alors maintenant, maintenant on va placer ce dipôle dans un champ extérieur uniforme. Vous voyez, les lignes de champ de ce champ uniforme, elles sont là en noir. Ce champ est créé par autre chose qu'on ne sait pas ce que c'est, ça nous est égal. Et là, vous avez le dipôle, la charge moins et la charge plus. Voilà, actuellement, donc on a ce qu'on appelle un dipôle passif. Passif, on va voir quelle est l'action qu'il va subir. Alors que tout à l'heure, on s'intéressait à ce qu'on appelle un dipôle actif. C'est-à-dire, on regardait l'effet que lui provoque en un point extérieur. D'accord ? Alors, quelles sont les forces qui agissent sur ce dipôle? Eh bien, écoutez, il y a deux charges, moins et plus, ici, dans un champ E qui est le même partout. Donc ici, en moins Q, nous avons la force moins QE. Ici, nous avons la force plus QE. La somme des deux est nulle. Donc, globalement, ce système subit une force nulle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est soumis à rien du tout. Vous voyez bien que, vous sentez bien, imaginez que cet ensemble-là est rigide. Par exemple, une règle, si vous poussez de ce côté-là et de ce côté-là, eh bien, vous allez avoir tendance à faire tourner la règle. Bon, ici, nous avons un système qui est rigide. Pour vous en convaincre, pensez qu'il y a des forces d'attraction entre les charges moins et plus. Tu vois, c'est intimement lié. Et pour étudier l'effet de la rotation, on va regarder les moments de ces forces. Alors, par définition, le moment d'une force, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit, c'est OM vectoriel F. Eh bien, ici, on va s'intéresser au module du moment. Et donc, le module de OM vectoriel F. Bon, ici, le module, on l'appelle gamma. Alors, c'est le même. Pour gamma plus et gamma moins. Eh bien, la distance qui est là, c'est A sur 2. D'accord? Donc, c'est A sur 2 fois la force. Mais alors, c'est un produit vectoriel. Donc, il y a un sinus de l'angle. Sinus de l'angle entre les deux, donc entre OM, par exemple, pour celui-ci, OM, c'est ici. Et la force, elle est là. Et bien, cet angle, c'est θ. Vous pouvez faire la même chose ici. OM, c'est ici. F, c'est là. Et donc, l'angle, le voici, c'est θ. Donc, il va y avoir un sinus θ. Alors, voilà, nous avons 1 sur 2 sinus θ multiplié par la force F. Bien, ces deux forces ont tendance à faire tourner l'ensemble dans le même sens. Et donc, le moment total va être la somme des deux. Et si je fais la somme des deux, je trouve ceci, 2 fois QE fois A sur 2 sinus θ. Alors, je me rappelle le moment dipolaire, je l'écris en fonction du moment dipolaire P, et ça donne PE sinus θ. Ce que nous pouvons résumer ici, donc voilà, la force totale, elle est nulle.
Et le moment dipolaire, si on l'écrit maintenant vectoriellement, vous vous rappelez le PE sinus θ, en fait vectoriellement c'est P vectoriel E. Et vous voyez que ce moment est nul lorsque P et E sont collinaires. C'est-à-dire que l'action du champ E elle est nulle si P est orienté avec E. Cela signifie que lorsque vous avez un moment dipolaire de direction quelconque et que vous le soumettez à un champ E, cet ensemble-là va pivoter pour orienter son moment dipolaire avec le champ pour que le moment résultant soit nul. À ce moment-là, il ne va plus bouger. Donc voilà, le moment de force dû à ce champ va avoir tendance à orienter le dipôle suivant les lignes de champ. Oui, ce qui est particulièrement important quand vous avez un ensemble de molécules polaires, des molécules qui ont un moment dipolaire, en l'absence de champ, les différents moments, à cause de l'agitation thermique, tout ça, bon, ils sont orientés un peu dans tous les sens. Mais si vous soumettez l'ensemble des molécules à un champ électrique, eh bien, vous allez avoir tous les moments dipolaires qui vont pointer dans une même direction. Et cet ensemble-là va avoir un moment dipolaire, ce qui est très intéressant. Enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Et en ce qui nous concerne, on va donc s'arrêter ici avec cet exemple. Donc, c'était une courte vidéo, je pense, mais très importante. Il faut bien connaître ce monde dipolaire. Et donc, nous, on va se quitter maintenant. La séance prochaine, vous allez avoir l'immense plaisir d'étudier un théorème dont vous avez certainement déjà entendu parler, le théorème de Gauss. D'ici là, portez-vous bien.